Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. On est très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'une forme de contamination dont on entend de plus en plus parler ces dernières années, qui se trouve tout autour de nous et dont les conséquences sur la santé sont restées longtemps insoupçonnées, ou en tout cas minimisées, notamment parce qu'on est face à des dosages moindres. Et pourtant, elles n'en restent pas moins dangereuses. Il s'agit des perturbateurs endocriniens. Et pour parler de ce sujet à la fois complexe mais capital, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Isabelle Plante, qui est professeure spécialiste en toxicologie humaine et environnementale, chercheuse à l'INRS, mais également codirectrice et cofondatrice du CIAP, le Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens. Elle est une spécialiste des perturbateurs endocriniens donc, et étudie en particulier leur impact sur le développement des glandes mammaires et le cancer du sein. Elle est également très engagée sur la partie sensibilisation au grand public et aux jeunes sur ces questions essentielles à travers son action, notamment au CIAP. Bonjour Isabelle Plante, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Et pour cette émission, j'ai également autour de moi une partie de l'équipe de la Fondation avec Julien. Bonjour tout le monde. Marie-Cécile. Bonjour. Marine. Bonjour. Alexis. Allô tout le monde. Sans oublier Clément à la technique. Salut. Donc la parenthèse scientifique, les perturbateurs endocriniens de la recherche à l'action, c'est parti. Et on démarre tout de suite avec le mot du jour que va nous présenter Alexis. Le mot du jour. Le mot du jour, donc, c'est plus ce concept. Donc, c'est le concept d'espèce ingénieure. Une espèce ingénieure est une espèce qui peut changer, détruire ou créer un habitat. Un bon exemple d'espèce ingénieure qu'on peut prendre, c'est le castor. Donc, il va utiliser des vieux arbres pour construire des barrages. Et ces barrages vont avoir donc plusieurs avantages. Donc, notamment, la coupe des vieux arbres va libérer de l'espace et de la lumière pour la croissance des jeunes arbres. Ça va aussi favoriser donc la formation de zones humides et l'installation donc, de plusieurs espèces qui sont associées à ce type de milieu. En plus, ces barrages vont agir comme des sortes de stations d'épuration naturelles en diminuant les concentrations de nitrates et de pesticides présentes dans l'eau. On appelle aussi les espèces ingénieures des espèces clés de voûte. Vous reprendrez bien un peu de science? Donc nous sommes avec Isabelle Plante. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui, parce que vous êtes loin de chez nous, normalement, vous êtes du Canada. Oui, c'est quand même assez loin, mais bon, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Et donc, du coup, on va parler aujourd'hui de perturbateurs endocriniens. Et pour commencer, si c'est possible, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le système endocrinien et comment il fonctionne pour mieux comprendre ? Oui, alors effectivement, pour comprendre les perturbateurs endocriniens, il faut revenir à la base et comprendre le système endocrinien. Donc, lorsqu'on parle du système endocrinien, c'est en fait un ensemble d'organes et de tissus, donc dans le corps, qui vont communiquer entre eux avec des molécules. Les plus connues, en fait, sont les hormones. Donc, on parle de testostérone, d'estradiol, de progestérone. Donc, ce sont des molécules comme ça qui vont circuler dans le sang et aller rejoindre d'autres hormones afin de contrôler leur fonction. Donc, si on fait des exemples un peu concrets, en fait, on va parler souvent des hormones de croissance, donc qui vont permettre une croissance normale du corps humain. On parle aussi de toutes les hormones de la fertilité, donc qui vont, chez la femme, par exemple, l'estradiol, la progestérone, vont contrôler le cycle ovarien, donc pour produire les follicules, donc contrôle au niveau des ovaires et un peu tout ça au niveau de la reproduction. Même chose chez le mâle, c'est majoritairement la testostérone, là, où tout le système de testostérone qui va contrôler la fonction testiculaire, par exemple. Donc, vraiment, des hormones qui vont, ou des molécules qui se circulent dans notre organisme pour contrôler d'autres organes, en fait, ou d'autres tissus. D'accord.
Et donc, comme Pauline l'a dit, vous travaillez sur les perturbateurs endocriniens. Alors apparemment, contrairement à beaucoup de contaminants pour qui la dose fait le poison, ce ne serait pas le cas pour les perturbateurs endocriniens. Comment est-ce qu'ils agissent pour être toxiques même à faible dose? Et comment est-ce qu'ils perturbent le système endocrinien? Est-ce que ça veut dire qu'à forte dose, ils sont moins ou plus du tout toxiques? Non, c'est pas ce que ça veut dire, mais en fait, vous avez raison que normalement, la toxicologie se base sur la prémisse que la dose fait le poison. C'est-à-dire que si on prend des doses croissantes de n'importe quel produit, on arrive à une dose qu'on détermine qui est toxique. C'est même vrai avec de l'eau, du sel et tout ce que vous voulez. Là, donc, si on en prend trop, on finit par atteindre une dose qui est toxique. Et tous les principes de toxicologie sont basés sur cette prémisse-là. C'est vrai que quand on regarde les perturbateurs endocriniens, on a ce qu'on appelle des doses non monotoniques ou ce qu'on appelle des effets à petite dose. C'est-à-dire que, bon, le système endocrinien dont on vient de parler, les hormones fonctionnent à des niveaux très, très faibles dans notre organisme. Donc, souvent, les perturbateurs endocriniens, à ces faibles doses-là, vont aussi avoir des effets. Donc, l'analogie qu'on fait souvent, en fait, c'est que si on prend des doses fortes, les cellules vont avoir une réaction de toxicologie. Donc, des doses fortes vont amener la réponse normale toxique au niveau des cellules ou des tissus. Par contre, lorsqu'on parle des perturbateurs endocriniens, comme ils interfèrent avec le système endocrinien à de faibles doses, les cellules n'auront pas une réaction de toxicologie, mais plutôt une réaction un peu adaptatrice, si on veut, et vont percevoir ces molécules-là comme si c'était justement des molécules du système endocrinien et ils vont réagir en fonction de cette réponse-là. Donc, ce qui fait qu'à des faibles doses, on va avoir des réponses toxiques, mais qui vont être complètement différentes de celles qui sont à forte dose, mais qui peuvent avoir quand même des conséquences importantes. OK. Donc, il y a quand même plus de risques et d'effets s'il y a plus de dosage. En fait, il va en avoir quand même plus d'effets. Bon, évidemment, si on prend n'importe quel perturbateur endocrinien et qu'on donne des doses très, très fortes, oui, on aura des effets qui sont plus toxiques. Par contre, si on a des effets, des doses plus faibles, en général, on a des effets qui vont justement perturber le perturbateur endocrinien. OK, donc perturber le système hormonal en général, quoi. Enfin, exactement. Et du coup, ces perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'on les trouve dans notre quotidien? Alors, les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est une grande famille de molécules. Donc, on les classe ainsi par leur effet sur le système endocrinien, mais ils vont comporter plusieurs types de molécules. Par exemple, des pesticides, beaucoup d'agents plastifiants. Donc, le plus connu étant probablement le bisphénol A ou le BPA dont on a entendu parler. On va les retrouver aussi beaucoup dans des cosmétiques. On va avoir beaucoup de produits dans les cosmétiques qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. On a ce qu'on appelle des retardateurs de flamme bromée, donc des molécules qu'on ajoute dans les produits du quotidien pour retarder les incendies, par exemple. Donc, ils sont vraiment partout, ces produits-là. D'accord. Et par contre, on en retrouve aussi dans la nature ou ils sont tous issus de l'activité humaine? Non, effectivement, on en retrouve quand même dans la nature. Par exemple, on parle ce qu'on appelle les phytoestrogènes, par exemple, qui sont un type d'estrogène produit par les plantes, par exemple le soja ou d'autres types de plantes comme ça, qui sont des molécules qui vont ressembler justement aux molécules humaines ou des mammifères, si on veut, et qui pourront avoir des effets semblables. Certains métaux lourds aussi sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. D'accord, mais qui viennent perturber quand même avec l'action humaine, parce que vous dites soja, c'est quand même quelque chose qui est planté. Métaux lourds, ils sont extraits souvent par l'homme. Oui, on peut avoir une exposition un peu différente, justement, là, suite à certaines activités de l'homme, effectivement. Justement, une consommation très, très élevée de soja pourrait peut-être avoir des effets au niveau du système endocrinien, quoique les études ne semblent pas... semble dire que ça prend encore beaucoup plus de soja que ce qu'on mange de façon normalement. Mais les expositions, par exemple, aux métaux lourds dans des gens qui seraient exposés dans des usines ou qui demeureraient près de certaines industries pourraient avoir des effets un peu plus importants, effectivement. Okay.
Et donc, pour continuer sur les voies d'exposition, est-ce qu'il y a une voie d'exposition qui est plus favorable pour les perturbateurs endocriniens, peut-être le toucher, l'air, la gestion ou autre? En fait, ça va dépendre beaucoup de la classe des perturbateurs endocriniens. Si on revient au fait que, bon, il y en a qui sont des pesticides, il y a des cosmétiques, il y a différentes sources de perturbateurs endocriniens. Bon, évidemment, si on pense aux cosmétiques, c'est souvent une exposition qui sera cutanée, donc transmise par la peau. Mais je vous dirais que de façon générale, la plupart de l'exposition se fait soit par l'ingestion de nourriture, par la respiration de poussières qui contiennent des perturbateurs endocriniens, donc tout ce qui est voie aérienne, là, ingestion, respiration et tout, c'est vraiment les voies d'exposition là, qui sont les plus communes. D'accord. Donc, enfin, pour compléter, ça veut dire que ça peut rentrer par différents moyens, mais est-ce qu'il y a un des moyens qui permet plus aux perturbateurs d'attaquer le système? En fait, Si on la le sait, façon hein. la plus... Oui, c'est une question assez difficile à répondre, mais par contre, il faut savoir que une fois que les produits sont entrés dans le corps, en général, ils vont subir un métabolisme. Donc, les produits vont passer dans la circulation sanguine, vont passer dans le foie et peuvent être métabolisés. Dans le cas et ça, que ce soit des perturbateurs endocriniens ou d'autres molécules toxiques, on a parfois, ça permet de les rendre moins toxiques et parfois, ça nous permet de les rendre plus toxiques. Donc, c'est vraiment difficile à répondre. D'accord, il n'y a pas une réponse vraiment... Il n'y a pas une réponse type, ça dépend aussi des molécules. Des molécules. Ouais, D'accord. oui. Exactement. Puis, il n'y a pas de vraiment... C'est vraiment du cas par cas, ça dépend des molécules. Certaines deviennent plus toxiques une fois qu'elles sont métabolisées, certaines deviennent moins toxiques, donc c'est vraiment du cas par cas. Et donc, bon, maintenant, on a un petit peu compris comment ça fonctionne. Si on revient un petit peu plus sur vous précisément, on vous laisse un peu, vous nous expliquiez quels sont vos sujets de recherche en lien avec les perturbateurs endocriniens, vous, au sein de votre laboratoire. Alors, nous, dans mon laboratoire, en fait, on a 2 grands sujets de recherche qui sont liés aux perturbateurs endocriniens. Le premier est de comprendre leurs effets sur la glande mammaire. Donc, j'explique souvent à mes étudiants que la glande mammaire, c'est un peu un organe qui ressemble un peu à un brocoli ou une grappe de raisin. Vous pouvez choisir l'aliment qui vous plaît le plus, mais on a donc une branche principale avec des branches secondaires. Et au bout de ça, on a des structures qu'on appelle les alvéoles qui produisent le lait. Donc, imaginez un peu lorsque la femme va allaiter, les petits raisins ou les alvéoles vont se comprimer, ce qui va pousser le lait au travers les branches secondaires vers les branches principales et finalement sortir par le mamelon. Donc, mais cette belle structure-là n'est présente que lors de la lactation. Donc, la glande mammaire en tant que telle, toute l'arbre va se développer principalement lors de la puberté, donc une première phase de développement de l'arbre de la puberté pour fabriquer toutes les branches et les branchioles, si on veut. Et lors de la grossesse, on va fabriquer finalement les alvéoles qui vont produire le lait. Mais tous ces événements-là sont hautement réguliers par les hormones circulantes chez la femme. Donc, encore tout à l'heure, on parlait de l'estradiol, de la progestérone. Ça va être surtout au niveau de la puberté. Mais lors de la grossesse, on aura aussi la prolactine, l'oxytocine qui vont contribuer à la lactation. Donc, toutes ces hormones-là peuvent être perturbées par le système endocrinien. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir justement comment une exposition des perturbateurs endocriniens peut affecter ce développement-là, mais aussi, est-ce que cette exposition-là peut induire des cancers du sein ou augmenter les risques de cancer du sein? D'accord. Donc, voilà. Donc, on a parlé des effets sur les glandes mammaires, mais est-ce qu'il y a d'autres effets des perturbateurs endocriniens sur d'autres parties du corps? Et est-ce que ces effets sont visibles immédiatement? En fait, oui, à peu près tous les organes peuvent être affectés par les perturbateurs endocriniens. Au début de l'émission, on a parlé du fait que le système endocrinien, c'est vraiment un regroupement de différents tissus, de différents organes.
Les effets les plus évidents des perturbateurs endocriniens sont en fait sur la reproduction. Donc, fertilité, reproduction, c'est vraiment les systèmes qui sont le plus affectés. Par contre, il y a beaucoup d'études aussi qui démontrent que le métabolisme est affecté aussi. Donc, tout ce qui est métabolisme des lipides, l'énergie qui est nécessaire aussi au corps humain pour fonctionner. Donc, c'est tous des systèmes qui peuvent être affectés. D'accord. Et oui, donc, à peu près tous les organes là, peuvent être affectés, tous ceux qui sont impliqués dans le système endocrinien. OK. Mais ils ne sont pas infectés par les mêmes molécules? Ou si? Généralement, non, parce que la plupart des perturbateurs endocriniens vont avoir, par exemple, des effets, disons, un perturbateur endocrinien aux effets estrogéniques, par exemple, va affecter majoritairement toutes les voies qui sont liées à l'estrogène. Un perturbateur endocrinien qui a des effets un peu androgéniques ou anti-androgéniques, ça sera plutôt tout ce qui est testostérone, diéthyltestostérone et un peu tout ça. Donc, les effets vont être différents en fonction des molécules, mais parfois, un perturbateur endocrinien peut affecter différentes voies là, au niveau hormonal. Et du coup, vous disiez que vous travaillez sur le cancer du sein. Est-ce que vous avez mis en évidence une corrélation entre perturbateurs endocriniens, que ce soit quantité, exposition, et cancer du sein? Et comment est-ce que ces perturbateurs peuvent en fait influencer le développement des cancers? En fait, les réponses sont oui et non. Normalement, il faut savoir que nous, on travaille beaucoup avec des modèles, c'est-à-dire on travaille avec des modèles animaux, des modèles cellulaires. Il est très, très, très difficile au niveau humain de faire des liens directs entre un perturbateur endocrinien et le cancer du sein. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, par exemple, dans mon laboratoire, je peux facilement prendre un groupe de rats, par exemple, exposer la moitié de mes rats à mon perturbateur endocrinien, l'autre moitié ne l'est pas, et je peux voir si l'effet du perturbateur endocrinien perturbe finalement le développement de la glande mammaire ou le cancer du sein. Ça, c'est très facile de faire ça en laboratoire. Et oui, à ce niveau-là, il y a beaucoup, beaucoup d'évidence que des perturbateurs endocriniens peuvent augmenter le cancer du sein. Quand on parle de chez l'humain, évidemment, ce genre d'études-là ne peut pas se faire. Donc, pour faire les liens entre le cancer du sein chez l'humain et les perturbateurs endocriniens de façon générale, on se fie justement sur des études animales qui ont été réalisées, sur des études en laboratoire qui ont été réalisées. Il faut savoir aussi qu'on n'en a pas parlé, mais le système endocrinien des animaux, donc rats, rongeurs et tout, même des grenouilles, des poissons, est très, très, très semblable à celui des humains. Donc, ce qu'on trouve comme évidence chez les autres animaux, on nous donne des indices qui sont assez quand même probants que ça se passe chez les humains. Okay. Ouais. L'autre type d'études qu'on peut faire chez les humains, en fait, c'est ce qu'on appelle des études épidémiologiques, donc de prendre une population qui est beaucoup plus exposée à un produit que l'autre population et de voir si on peut le lier, de faire une corrélation, en fait, avec un produit qui est retrouvé chez cette population-là. Ça aussi, c'est quand même assez difficile parce qu'on est rarement exposé à une seule chose. Mais on a de plus en plus d'évidence, oui, qu'il y a des liens entre des expositions aux perturbateurs endocriniens et le cancer du sein. OK. Ouais, donc les liens avérés, mais par contre, effectivement, on n'a pas de preuves formelles, on va dire, que ça peut engendrer directement un cancer du sein ou... Très, très peu. Dans l'histoire, par contre, il y a un grand événement qui est avec une molécule qui s'appelle le diéthylstilbestrol, qui était enfin un médicament qui a été donné de mémoire dans les années 60 environ chez des femmes enceintes officiellement pour diminuer le risque de fausse couche. Non seulement le produit s'est avéré inefficace, mais les femmes qui ont pris ce médicament-là ont eu des taux beaucoup plus élevés de cancer du sein quelques années par la suite, mais également leurs filles et leurs filles au niveau du cancer du sein aussi, quand leurs filles étaient in utero, finalement, d'exposition qu'ils ont eu lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Ces filles-là ont eu des taux de cancer du sein et de cancer utérin beaucoup plus élevés. Il y a eu aussi des effets chez les garçons. Le diéthylstilbestrol, en fait, c'est un composé qui est très, très, très estrogénique. Donc ça, c'est une des seules grandes évidences malheureuses des effets des perturbateurs endocriniens directs chez les humains. Par contre, les évidences chez les animaux, bien, on en a beaucoup dans ce sens. D'accord.
Et du coup, vous venez de le suggérer, mais du coup, on parle beaucoup du cancer du sein chez les femmes. Il est très connu. On entend moins parler chez les hommes. Ça existe aussi Et est-ce que ça peut venir des mêmes effets des perturbateurs endocriniens? Deux très bonnes questions. La première étant oui, il y a des cancers du sein chez l'homme. C'est environ 1% des cancers du sein qui sont chez les hommes. D'accord. Donc, quand on sait qu'il y a environ une femme sur 8 qui développe des cancers du sein, c'est quand même un nombre assez élevé là, au niveau de la population d'hommes qui ont en bout de ligne des cancers du sein. Par contre, puisque c'est une très faible partie de la population et que ça demeure un événement relativement rare par rapport au cancer du sein chez la femme, très, très, très peu d'études de cancer du sein chez l'homme. Donc, c'est très difficile de savoir là, d'où viennent ces cancers du sein chez l'homme. On pourrait imaginer effectivement que les perturbateurs endocriniens auraient des effets, ne serait-ce que par justement le fait que normalement un homme n'a pas les mêmes taux hormonaux que la femme, donc changer ces taux hormonaux-là pourrait avoir un effet sur l'incidence du cancer du sein. Par contre, très, très peu d'études, donc c'est très difficile de répondre à cette question-là. D'accord. Merci en tout cas. Et toujours sur le cancer du sein, est-ce qu'en cas de prothèse mammaire, donc prothèse esthétique, le cancer du sein est différent? Le risque de cancer même est différent? C'est aussi une très, très bonne question. Puis, je dois avouer que quand on s'en est parlé en pré-entrevue, c'est quelque chose qui m'était pas effleuré l'esprit. Mais je suis allée voir et effectivement, il n'y a pas vraiment de lien entre les risques de cancer du sein et les implants mammaires. Donc, il n'y a pas de lien qui ont été avérés. Il y a quelques années, là, un type d'implants mammaires qui avait tendance à se rupturer et qui ont été mis de côté et qui sont maintenant interdits. Mais ce n'était pas parce que c'était un risque plus élevé de cancer du sein, c'était vraiment l'implant en tant que tel. Mais j'ai rien vu là, qui laisse présager un risque plus élevé au niveau des femmes qui portent des implants mammaires à ce niveau-là. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Oui, parce qu'on en a tous autour de la table. Du coup, on va passer donc à la chanson de l'invité, une petite pause musicale. Et parmi les choix que vous nous avez suggérés, on a sélectionné une chanson de Luc de la Rochelière, Grandir quelque part. Grandir quelque part, par un pur hasard dans une petite ville, tranquille, sans feu et sans gloire, entre deux boulevards quelque part sur une île, docile. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né. Grandir quelque part, au pied d'un rempart en temps de sang de guerre. Se taire, grandir sans vouloir, grandir sans savoir par l'ombre et la lumière, se faire. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né. Grandir quelque part, pour un grand départ sans trop faire de racines, d'épines. Grandir pour grandir, grandir
mentir pour partir, qu'une histoire se dessine, s'affirme. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né. Grandir quelque part, par un pur hasard dans une petite ville, tranquille, sans feu et sans gloire, entre deux boulevards, quelque part sur une île, docile. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né. Né par hasard, à quelque part. Né par hasard, à quelque part. À quelque part. Merci Isabelle pour ce choix. Est-ce qu'il y a une raison qu'est-ce qui vous a fait choisir cette chanson? En fait, tout d'abord, l'artiste, Luc de la Rochelière, c'est un parolier, auteur, compositeur, interprète que j'aime depuis des années avec des paroles très sensibles, très jolies. Cette chanson-là en particulier parle de Laval, donc la ville où je demeure depuis quelques années, donc ma ville d'adoption. Et j'aime beaucoup aussi le chœur d'enfants. Mes deux filles chantent dans une chorale et j'aime beaucoup les chœurs d'enfants donc, qui viennent accompagner Luc de la Rochelière. Donc, voilà. Et merci pour la découverte, en tout cas. Et donc, pour enchaîner sur notre petit interrogatoire sur les perturbateurs endocriniens, est-ce que vous pourriez nous dire si, par exemple, il y a des périodes plus critiques que d'autres dans la vie d'exposition à ces perturbateurs? Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'on parle des perturbateurs endocriniens en général et sur la vie en général, on considère ce qu'on appelle la période périnatale, la période la plus sensible. On parle aussi souvent des 100 jours, on entend souvent cette expression-là. Chez l'humain, en fait, ça correspond au temps de la... En fait, chez toutes les espèces, ça correspond au temps de la conception et les premières années de vie, dont, pas les 100 jours, mais les 1000 jours, excusez-moi. Donc, ce qui fait environ une période de 1000 jours chez l'humain, qui est différente un peu chez les différentes espèces. Et pourquoi on parle de cette période-là? C'est que c'est une période qui, évidemment, de développement assez intense chez l'enfant, donc où est-ce qu'on a tous les organes qui se développent, mais c'est aussi une période qu'on appelle une période de programmation. C'est-à-dire qu'on a certains organes qui sont en développement, mais dont la pleine fonction n'est pas encore atteinte ou qui auront des rôles à faire un peu plus tard dans la vie. Et au niveau de l'ADN des cellules, on a tout un système de programmation qui se met en place. Donc, venir perturber ce système de programmation-là peut avoir des effets à beaucoup plus long terme. Si on parle de la glande mammaire en tant que telle, je vous ai expliqué tout à l'heure que la majorité de la glande mammaire, son développement se fait majoritairement de façon postnatale, donc lors de la puberté et à la grossesse. Donc, dans le cas de la glande mammaire ou du sein, on ajoute ces deux périodes-là aussi comme étant des périodes sensibles parce qu'on a aussi une programmation, un développement accru du sein. Et en général aussi, on considère que toute la période de la grossesse pour la femme est également une période de sensibilité accrue. Donc, si je résume, tout ce qui est période périnatale, donc de la conception jusqu'aux premiers instants de vie pour l'enfant, la grossesse chez la femme et on ajoute à ça la puberté au niveau du sein ou de la glande mammaire. D'accord. Et que pour la glande mammaire ou pas forcément que, par exemple Je dirais surtout pour la glande mammaire parce que c'est un des rares organes qui se développe
énormément de façon postnatale, donc dans la grossesse. Donc, c'est surtout pour la glande mammaire qu'on va ajouter la puberté, mais encore une fois, c'est une période de grand bouleversement, la puberté, donc ça demeure quand même une période sensible aussi, mais on parle souvent de la vie plus périnatale pour les autres organes. D'accord. Et est-ce que scientifiquement, dans toutes les recherches, on arrive à faire le lien, parce que vous parliez une des périodes critiques, c'est quand même in utero, faire le lien aux perturbateurs auxquels on est exposé dans cette période et les conséquences plus tard? Oui, il y a eu plusieurs études, en fait, qui ont étudié, encore une fois, surtout plusieurs générations de rongeurs en général, où, par exemple, on exposait la mère gestante et on regardait les effets qu'on appelle la première génération, donc les filles ou les fils de ces rongeurs-là. Et on voyait des effets là, à différents niveaux, que ce soit au niveau de la fertilité, au niveau des risques de cancer et un peu tout ça. Mais on est allé au-delà de ça. Souvent, ces animaux-là qui avaient été exposés in utero, on les a reproduits et on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé aux générations subséquentes. Et pour certains perturbateurs endocriniens, on voit ce qu'on appelle des effets transgénérationnels, donc qui se passent d'une génération à l'autre, même si l'exposition n'est plus. Il faut savoir aussi que quand on expose une femme gestante ou un rongeur, une femelle gestante, allons-y comme ça, en fait, on expose 3 générations parce qu'on a la femme qui se fait exposer, on a l'enfant en développement qui se fait exposer, mais cet enfant-là développe déjà ses gamètes, donc les futurs spermatozoïdes ou les futurs ovaires pour la 3e génération. Donc, cette exposition-là expose en fait 3 générations. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les effets en fait pratiquement directs parce que les expositions ont été faites sur ces 3 générations-là. Mais même à ça, quand on va dans la 4e génération, donc la génération qui n'a jamais eu d'effet de perturbateurs endocriniens ou d'exposition directe, on peut voir des effets avec certains produits. Impressionnant quand même. Oui, ça fait peur. Et du coup, ça, je suppose que c'est pareil au niveau transposabilité à l'homme. C'est pareil, je suppose qu'il faut du temps encore pour vraiment avoir des preuves peut-être par rapport à ces expositions à l'homme, s'il y a les mêmes effets ou est-ce qu'a priori... Effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile, encore plus difficile à faire chez l'homme quand on pense, par exemple, que une femme aura ses enfants présentement probablement autour de 30 ans pour la plupart. Donc, avant que sa fille ait ses enfants, on parle d'un 30 ans de plus et d'un autre 30 ans avant. Donc, on parle d'une période de 100 ans, plus ou moins, là, avant de voir les effets de la première exposition. Ça, c'est une chose. Mais il faut savoir aussi que chez l'homme, l'exposition est en continu. Les expériences dont je vous ai parlé, c'était dans un laboratoire, donc où on peut contrôler facilement qui est exposé et qui ne l'est pas, et la durée de l'exposition. Donc, ce n'est pas une exposition qui est continue. Donc, ces effets-là sont plus faciles à voir parce que là, on sait vraiment qu'on a exposé à un moment précis de la vie du rat et on peut regarder ce qui se passe pour les générations futures. Donc, c'est très, très difficile à évaluer chez l'humain, mais éventuellement, on aura peut-être des effets à ce moment-là. Est-ce qu'on a une idée de comment et pourquoi cet effet va se retrouver dans une génération qui n'a pas du tout exposé et qui n'est pas exposée directement, en fait? Comment ça marche? Mais ça revient un peu à la programmation dont je vous parlais tout à l'heure. Ça rentre dans le système génétique alors ou c'est... Exactement, ça rentre dans le système génétique à ce niveau-là. Au niveau du système génétique, il faut savoir qu'il y a 2 façons en fait que notre ADN fonctionne. Évidemment, l'ADN lui-même comporte un code génétique, donc qui permet de fabriquer toutes les composantes du corps humain. Mais on a aussi ce qu'on appelle une régulation épigénétique. C'est-à-dire que tout ce qui est encodé au niveau de l'ADN a aussi un système de contrôle. On peut comparer ça, si on veut, à des commutateurs, donc de le mettre un bouton marche et arrêt, si on veut. Et tout ce système épigénétique-là, ces marques
qui permettent d'avoir une régulation un peu plus fine peuvent être perturbées aussi. Donc, ce qu'on pense, c'est que d'une génération à l'autre, ces marques qui permettent d'allumer, si on veut, ou de fermer au bon moment, ils sont perturbés, en fait. Et c'est ce qui perturbe d'une génération à l'autre, plus que l'ADN en tant que tel, plus que l'encryptage de l'ADN en tant que tel, si on veut, mais plus les marques autour de la régulation de l'ADN. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et du coup, une fois que c'est dedans, c'est parti pour Exactement. Une fois que cette régulation-là est changée, ça passe d'une génération à l'autre par la suite. OK. Et peut-être pour parler un peu plus en détail de vos travaux, donc on a vu que vous avez une étude en cours sur l'exposition des perturbateurs endocriniens sur un métier spécifique dans l'esthétique, donc des coiffeuses, des esthéticiennes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui est beaucoup plus à risque, beaucoup plus exposée à ce type de contaminants? Oui, en fait, effectivement, tout le monde n'est pas égal dans son exposition aux perturbateurs endocriniens. En fait, on voit, tout à l'heure, on a parlé un peu du fait d'être peut-être près d'une usine ou dans un milieu agricole. Et par exemple, il y a certains milieux où certains perturbateurs endocriniens seront plus présents. Il y a aussi beaucoup de facteurs socio-économiques. Donc, les perturbateurs endocriniens, on les retrouve, comme on disait, dans certains produits du quotidien. Beaucoup dans des plastiques, dans des cosmétiques et tout ça. Donc, dépendamment de ce qu'on consomme, d'où on demeure et du métier qu'on fait, notre exposition sera différente. Effectivement, nous, on s'intéresse particulièrement aux esthéticiennes et aux coiffeuses, à toutes les personnes qui utilisent finalement des produits cosmétiques de façon quotidienne. On sait qu'il existe des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. Ça, c'est vraiment démontré. Là, il y en a beaucoup, en fait. Et évidemment, ces personnes-là qui sont exposées à tous les jours, notre question étant, est-ce que le fait d'être exposé aux perturbateurs endocriniens de façon accrue à tous les jours peut augmenter les risques, oui, du cancer du sein, mais j'ai aussi toute une équipe de collaborateurs qui regardent aussi le niveau de la reproduction chez ces femmes-là, de leur fertilité et des problèmes, par exemple, de grossesse qui pourraient survenir. Donc, toute l'histoire reproductive, de reproduction de cette population-là. OK, donc avec tout ce qu'on vient d'apprendre, là, on n'est quand même pas très, très rassurés. Et on imagine que, vu quand même l'effet de ces perturbateurs endocriniens, ils doivent être réglementés. Et si c'est le cas, pourquoi, comment et comment est-ce qu'on teste en fait qu'une molécule perturbe le système endocrinien? La réglementation, elle est en cours, je vous dirais. Présentement, la plupart des pays, leur réglementation est toujours basée sur la dose fait le poison, dont on parlait tout à l'heure. Donc, plus on augmente le produit, plus on a des effets toxiques. Par contre, par les pressions des chercheurs, par les évidences qui commencent à sortir ou qui sortent de plus en plus dans la littérature, il y a de plus en plus de pays qui instaurent des effets de perturbateurs endocriniens dans leur législation. Présentement, je vous dirais que c'est surtout les produits les pesticides, en fait, qui sont légiférés au niveau de leurs effets de perturbateurs endocriniens. Certains produits aussi qui sont voués à l'alimentation, par exemple des emballages plastiques, des choses comme ça. Donc, la réglementation touche quelques produits comme ça présentement. Il y a encore du travail. Oui, il y a encore beaucoup de travail. Et pour vérifier, en fait, les effets perturbateurs endocriniens, souvent, on va se fier à des tests in vitro, donc sur des cellules en culture. Si on fait une analogie, là, en fait, ce sont des systèmes qui sont basés sur des signaux lumineux. Okay. Et il y a si on veut, un endroit où les molécules peuvent se fixer. Et s'ils ont des effets estrogéniques, par exemple, ça va émettre une lumière qu'on peut quantifier. Même chose pour des effets androgéniques ou au niveau de la testostérone ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des systèmes qui sont liés à la fixation des molécules sur un petit endroit, là, et si des effets, un récepteur, tout à fait. Et si c'est des effets estrogéniques, bien, on va avoir de la lumière qui se reproduit. Donc, c'est comme ça qu'on calcule pour la plupart. Là. OK.
Et en revenant un peu sur vous, en plus d'être chercheuse, vous avez également cofondé le CIAPE en 2020. Dans quel but et quelles sont vos actions? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, le CIAP, en fait, c'est le Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens. Je dis souvent, plus souvent CIAP aussi que le nom long. En fait, l'idée ici, c'était de regrouper en fait tous les chercheurs qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens. Et quand je parle de tous les chercheurs, en fait, c'est vraiment d'essayer de défaire un peu les silos qu'on voit souvent dans la science. C'est-à-dire que les chimistes travaillent souvent avec les chimistes. Les gens qui travaillent sur les populations humaines ont tendance à travailler entre eux. Même chose pour les écotoxicologistes, par exemple. Donc, l'idée, c'était de regrouper les gens, non pas par champ de recherche, mais plus sous le thème des perturbateurs endocriniens. Donc, c'était de prendre tous ces gens-là et de les faire discuter ensemble pour essayer de comprendre les effets des perturbateurs endocriniens, mais aussi de trouver des pistes de remédiation. Et on a aussi une grande mission qui est de vulgarisation ou de faire connaître en fait la problématique des perturbateurs endocriniens dans la population en général, mais aussi d'essayer de remonter, par exemple, jusqu'au gouvernement pour une meilleure législation, par exemple. Ok, donc en fait, vous faites partie un peu de la solution. On essaie, c'est ce qu'on essaie de faire parce qu'effectivement, plus on parle de quelque chose, plus la population le connaît, plus elle peut exercer des influences au niveau gouvernemental et aussi gérer sa propre exposition, en fait. Si on sait qu'on est exposé à quelque chose ou si on sait que certains produits contiennent un perturbateur endocrinien, bien, on peut décider de diminuer cette exposition-là par nous-mêmes, finalement. Et justement, vous parlez de réguler son exposition. Est-ce que vous avez, vous, quelques recommandations que vous pourriez donner pour justement diminuer cette exposition? Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est sûr qu'il y a certains produits que c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont déjà dans l'air, sont déjà dans l'eau et dans la poussière de maison, par exemple. Mais oui, c'est possible. Par exemple, si on pense aux cosmétiques, il y a moyen de regarder un peu plus de quel type de cosmétique on va utiliser. Normalement, au niveau de la législation, les ingrédients doivent être listés sur les emballages, donc il y a moyen de regarder. Souvent, effectivement, c'est des grandes molécules dont on ne connaît pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Oui. Donc, il existe des applications sur nos téléphones intelligents qui nous permettent d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui est bon ou moins bon, peut-être. Qu'ont ces molécules. Donc, ça, c'est la première chose. Peut-être d'essayer de voir, qu'est-ce qu'on utilise au niveau des cosmétiques, au niveau des produits de tous les jours. Les détergents aussi, même chose. Il y a beaucoup dans les détergents qu'on va utiliser au quotidien pour nettoyer les maisons. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans ces produits-là. Donc, d'essayer de voir aussi dans la liste des ingrédients là, ceux qui en contiennent, ceux qui n'en contiennent pas. Une approche assez facile, c'est tout ce qui est plat de plastique, contenant de plastique, essayer d'éviter le plus possible. Les fameux plats de plastique ou Tupperware qu'on met dans le micro-ondes, essayer d'éviter tout ça. donc, un peu... D'accord, on peut agir quand même au quotidien un petit peu. Il y a quelques gestes au quotidien. Si vous allez, en fait, sur le site Internet du CIAP, donc, vous pouvez avoir, on a vraiment une liste de petits gestes au quotidien là, qui peuvent vous être utiles, mais on a aussi justement une liste de produits courants, là, de molécules courantes qu'on peut essayer d'éviter. Là. Et vous parlez de molécules, est-ce qu'on a une idée du nombre de molécules ou c'est 2, 3 ou des centaines? Ah, des milliers, milliers, des millions, là. Donc, c'est beaucoup, beaucoup. Okay. Et un des problèmes, en fait, qui existe, c'est qu'avec la législation actuelle, les molécules sont souvent mises sur le marché sans qu'il y ait beaucoup de tests qui ont été faits. Et au niveau des chercheurs comme nous, ensuite, on essaie de démontrer que ces molécules-là sont toxiques avant qu'ils soient retirés du marché. Donc, il y a vraiment un décalage. On travaille à l'envers. Oui, un travail à l'envers, puis un décalage entre le nombre de molécules qu'on peut tester et le nombre de molécules qui sont mises sur le marché. Donc, il y a des milliers de molécules, ne serait-ce que en tout cas, allons-y pour des milliers, dont on n'a aucune idée de la toxicité présentement, auxquelles on est exposé. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Isabelle, on arrive à la fin de cette interview. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur toutes ces expositions auxquelles on est confronté chaque jour et puis nous avoir donné des clés pour
essayer de limiter tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du SIAP du coup pour avoir certaines astuces et quelques informations supplémentaires. Et merci beaucoup à vous encore Isabelle. Ça fait un grand plaisir. Merci à vous. Et donc on passe à une deuxième petite pause musicale avec les 3 accords. Ouvre tes yeux Simon. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et donc, on reprend cette émission avec les actualités scientifiques. On commence avec Julien. Oui, alors moi, je vais vous parler d'un nouvel accord pour améliorer la qualité de l'air dans les pays membres de l'UE. Alors, c'est un accord qui a été trouvé fin février, mais les eurodéputés et les négociateurs des États membres de l'UE, ils se sont accordés pour renforcer les normes en matière de pollution atmosphérique d'ici 2030, avec pour objectif avoué d'atteindre le zéro pollution atmosphérique en 2050. Oui, il y a un petit peu de délai quand même. Alors cet accord européen, il prévoit des limites et des valeurs cibles plus strictes qu'actuellement sur plusieurs polluants, dont les particules fines, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre. Pour les deux premiers, qui sont considérés comme les plus dangereux pour la santé humaine, les valeurs cibles, donc celles qui ne sont à ne pas dépasser, seront réduites de moitié par rapport aux actuelles. Il est également prévu de multiplier les points de mesure de qualité de l'air dans les villes. Alors, toutes ces normes seront réévaluées et réévaluables d'ici fin 2030, puis au moins tous les 5 ans par la suite. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a quelques bémols, je trouve. Une fois l'accord signé par le Parlement européen, les États membres auront 2 ans pour appliquer les nouvelles règles.
Ensuite, les États auront jusqu'à fin 2028 pour seulement établir les feuilles de route pour arriver à ces objectifs. Et en plus, les États pourront demander un report de la limite 2030 dans certains cas. On peut quand même dire que tout ça, on limitera quand même l'impact relativement. Et moi, je vais vous parler budget. Alors, vous allez me dire quel lien avec la science, j'y viens. Donc, pour le budget 2024, vous en avez sûrement entendu parler, le gouvernement français cherche à réduire les dépenses de 10 milliards d'euros en effectuant des coupes budgétaires dans tous les ministères. Tous. Alors oui, mais pas tous de façon égale. Donc, parmi les ministères les plus touchés, on trouve le ministère de l'écologie, avec 2 milliards en moins, et le ministère de la recherche et de l'éducation supérieure, avec presque 1 milliard, 904,2 millions pour être plus précis, en moins pour cette année 2024. Pourtant, en 2020, la loi de programmation de la recherche avait été votée, visant à sanctuariser les crédits de recherche et à rendre le métier de scientifique plus attractif. Raté donc. Bref, le choix des ministères les plus touchés par ces baisses budgétaires est un peu comme un goût de sacrifice de l'avenir, surtout au moment où la crise écologique s'aggrave et où la recherche et l'innovation sont des clés pour trouver des solutions et des alternatives à cette problématique. Merci Marie-Cécile, pas très rassurant pour la recherche tout ça, mais on garde espoir. Et puis on continue avec la science poétique présentée par Marine. La science poétique. Je vais vous lire un extrait de l'Atlas de zoologie poétique de Emmanuel Puydébat. Aujourd'hui, je vais vous parler du monstre d'eau qui fait repousser son corps, aka l'axolote. Comment faire du neuf avec du vieux ? L'axolote a la solution. Cet animal, appelé monstre d'eau par les Aztèques, fait partie de la famille des urodèles, comme les salamandres et les tritons. Il vit essentiellement dans les lacs, à 2000 mètres d'altitude, et évolue aussi dans les caractères volcaniques remplis d'eau. L'axolote sauvage est généralement sombre, mais il peut également être dépigmenté avec les yeux noirs. Il a la capacité de passer toute sa vie à l'état larvaire, période pendant laquelle il peut se reproduire, respirer avec sa peau ainsi qu'avec ses poumons et ses branchies en forme de fougère autour de la tête. Cette espèce est donc néoténique et ne passe quasiment jamais au stade adulte, sauf en cas de baisse extrême du niveau des eaux accompagnée d'un fort réchauffement. Lézards, salamandres, crabes et poulpes ont la capacité de faire repousser un membre, voire un organe lorsqu'ils sont gravement blessés ou amputés. Cette fascinante aptitude est particulièrement performante chez l'axolote. Si un organe est endommagé ou détruit, une petite bosse, le blastème, se constitue. En 3 semaines, un nouveau membre identique au précédent se reforme. L'axolote est donc capable de reconstituer une patte, une queue, un œil en quelques mois et voire en quelques semaines. Mais il peut faire encore mieux, reconstituer certaines parties de son cerveau. Sans compter que sa tolérance aux greffes est exceptionnelle, qu'il est extrêmement résistant au cancer et qu'il sait régénérer ses ovaires et reproduire des ovules toute sa vie. Ses implications potentielles en médecine régénérative et sur la fertilité expliquent pourquoi cet animal est très étudié aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, des rêves humains issus de l'axolote, nous devrions plus nous préoccuper de la survie du lac de Xochimilco, puisque cet animal est passé de 6000 individus au kilomètre carré à 100 en 10 ans. Bien qu'il puisse pondre jusqu'à 5500 œufs 4 fois par an, la pollution, la pêche, le commerce d'espèces exotiques a eu raison de lui. Il est en danger critique d'extinction et pourrait bientôt disparaître. Eh bien, merci beaucoup Marine pour cet extrait de l'Atlas zoologie poétique. On continue avec les actualités de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science ? Alors, on a la prochaine conférence de la Fondation qui est le 17 avril 2024 avec le docteur Amandine Pelletier qui nous parlera des ondes électromagnétiques et de leurs effets sur la santé. Donc, comme d'habitude, rendez-vous à la médiathèque La Tour Maubourg. Comme toujours, la conférence est gratuite, mais il est conseillé de s'inscrire et vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Fondation Evertea. Merci beaucoup Marie-Cécile. Et ne manquez pas aussi le prochain invité qui sera Sébastien Vauclair et qui parlera avec nous de la pollution lumineuse. Donc on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis encore pour cette émission de la parenthèse scientifique. On espère que vous avez appris plein de choses comme nous. Merci à tout le monde. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Oh, regardez. C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.